Après avoir vécu à mes crochets pendant 7 ans dans ma propre maison, mon fils et ma belle-fille ont empoché 87 millions d'euros au loto. Le lendemain même, elle a balancé mes affaires par la fenêtre en hurlant « On n'a plus besoin de ta pitié. Va mourir dans une maison de retraite. » Je me suis contentée de lui demander « As-tu bien lu le nom inscrit sur le ticket ? Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon récit jusqu'au bout et dites-moi en commentaire depuis quelle ville vous me lisez, pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Je m'appelle Hélène et j'ai 62 ans. Jamais je n'aurais imaginé être un jour chassée de ma propre demeure par mon fils et ma belle-fille, surtout pas après qu'ils aient gagné 87 millions d'euros au loto. C'était un mardi matin, lorsque j'ai entendu les cris de Valérie provenant du rez-de-chaussée. Ce n'était pas inhabituel. Ma belle-fille avait tendance à se réveiller de mauvaise humeur. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Une chose qui m'a clouée sur place dans ma petite chambre mansardée, dans l'attente. « Olivier, Olivier, réveille-toi tout de suite. » Sa voix était hystérique, presque euphorique. J'ai entendu les pas lourds de mon fils dévaler le couloir, puis un silence qui m'a angoissée. Ensuite, les cris ont repris. Des cris de joie, d'incrédulité. Valérie gloussait comme une enfant, et Olivier répétait sans cesse « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible !» J'ai jeté un œil depuis le haut de l'escalier, et je les ai vus dans la cuisine. Valérie tenait un ticket de loto dans sa main, tremblante, pendant qu'Olivier vérifiait les numéros sur son téléphone. Leur visage était rouge d'excitation. « 87 millions !» hurlait Valérie. 87 millions d'euros. Mon cœur s'est arrêté. J'ai immédiatement reconnu ce billet. C'était celui que j'avais acheté la veille au bureau de tabac du coin, avec les numéros que je jouais depuis 20 ans. Les mêmes numéros qui correspondaient aux dates de naissance de ma famille. Je l'avais laissé sur la table de la cuisine, après l'avoir acheté. « Maman va devenir folle quand elle l'apprendra », a dit Olivier en enlaçant Valérie. « Ta mère n'a rien besoin de savoir », a répondu Valérie avec un sourire qui m'a glacé le sang. « Ce billet est à nous. Je l'ai trouvé ici, sur la table. » Cet après-midi-là, quand je suis descendue pour préparer le dîner, comme à mon habitude, j'ai trouvé Valérie au téléphone avec quelqu'un de la loterie nationale. Elle donnait tous les détails pour réclamer le gain. « Oui, le ticket est au nom de... » Eh bien, il faut que je vérifie ça d'abord. L'ai-je entendu dire avant de raccrocher précipitamment en me voyant. Les jours suivants, Valérie et Olivier ont fait des projets. Ils parlaient d'acheter une villa, des voitures de luxe, de faire le tour du monde. Je continuais à cuisiner, à nettoyer et à m'occuper de mes petits-enfants pendant qu'ils rêvaient à leur nouvelle vie de millionnaire. Mais quelque chose avait changé dans le regard de Valérie. Elle avait toujours été froide avec moi. Mais il y avait maintenant une nouvelle cruauté dans ses yeux, comme si ma présence la dérangeait plus que jamais. Le vendredi matin, tout a basculé. Je me suis réveillée avec un bruit étrange. Il était 6 heures du matin, et j'entendais de l'agitation au rez-de-chaussée. Quand je suis descendue voir ce qui se passait, j'ai trouvé Valérie traînant une grande valise dans le couloir. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. Valérie ne m'a même pas regardée. « Fais tes valises, Hélène. Tu pars aujourd'hui. » Je n'ai pas compris. « Comment ça, je pars ? On n'a plus besoin de ta charité, » a-t-elle dit avec un sourire venimeux. « Nous sommes millionnaires maintenant. On n'a pas besoin qu'une vieille aigrie vive à nos crochets. » J'ai eu l'impression de recevoir une gifle. « C'est ma maison, Valérie. Je l'ai achetée. Vous avez emménagé ici quand vous avez perdu votre appartement. C'était ta maison, » m'a-t-elle corrigé. Mais Olivier et moi avons décidé qu'il était temps que tu trouves un autre endroit. Il y a de très belles maisons de retraite en ville. À ce moment-là, Olivier est apparu en haut de l'escalier, l'air mal à l'aise, mais déterminé. « Maman, » a-t-il dit sans me regarder dans les yeux, « Valérie a raison. Nous sommes des adultes indépendants maintenant. Il est temps que chacun ait son espace. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Après 7 ans à m'occuper d'eux, à les nourrir, à élever leurs enfants pendant qu'ils cherchaient du travail, ils me mettaient dehors comme un chien. « Mais Olivier, je suis ta mère. »
Cette maison est à nos deux noms, a interrompu Valérie. Et comme nous sommes majoritaires, nous avons décidé que tu devais partir. Valérie est montée dans ma chambre et a commencé à descendre mes affaires, mes vêtements, mes photos, mes livres. Tout était jeté par la fenêtre du premier étage, sous le regard des voisins qui assistaient au spectacle. « Valérie, arrête !» criait Olivier. Mais elle ne s'est pas arrêtée. « On n'a plus besoin de la charité de personne !» a-t-elle crié aux voisins qui s'étaient approchés pour voir ce qui se passait. « Nous sommes millionnaires. Cette dame peut aller mourir dans une maison de retraite. » Les mots m'ont transpercé comme des couteaux. Mes petits-enfants pleuraient à la fenêtre, ne comprenant pas pourquoi leur grand-mère était expulsée. Olivier est resté planté sur le pas de la porte, les mains dans les poches, sans rien faire pour arrêter sa femme. J'ai ramassé mes affaires dans le jardin, avec toute la dignité que j'ai pu rassembler. Les voisins chuchotaient, et certains se sont approchés pour me proposer leur aide. Mais je voulais juste partir de là le plus vite possible. Alors que je chargeais mes valises dans le taxi que j'avais appelé, Valérie est descendue pour me dire au revoir. « J'espère que tu apprendras à apprécier tout ce que nous avons fait pour toi pendant ces années, » m'a-t-elle dit avec une fausse douceur. « Nous t'avons donné un toit quand tu n'avais rien. » Je l'ai fixé un long moment. Cette femme qui était entrée dans ma famille, il y a 10 ans, qui m'avait vu tout sacrifier pour eux, qui savait pertinemment que j'avais payé chaque facture, chaque repas, chacun de leurs caprices pendant 7 ans. « Valérie !» lui ai-je finalement dit en fermant la portière du taxi. « As-tu bien lu le nom sur le billet ?» J'ai vu son sourire s'effacer une fraction de seconde, avant qu'elle ne retrouve sa contenance. « Je ne vois pas de quoi tu parles, la vieille !» m'a-t-elle répondu. Mais j'avais vu cette lueur de confusion dans ses yeux. Et tandis que le taxi s'éloignait de ce qui avait été ma maison pendant des années, j'ai souri pour la première fois depuis longtemps, car Valérie venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. L'appartement que j'ai trouvé cet après-midi-là était déprimant. Un petit studio au 2e étage d'un vieil immeuble, avec une tache d'humidité au plafond et une odeur constante de friture provenant du restaurant chinois d'en bas. Mais c'était tout ce que je pouvais me permettre avec mes maigres économies. Je me suis assise sur le seul meuble qu'il y avait, une chaise en plastique que la propriétaire avait laissée, et pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré. Non pas de tristesse, mais de rage. Rage contre moi-même d'avoir été si naïve, d'avoir cru que l'amour inconditionnel d'une mère serait payé en retour. Comment en étais-je arrivée là? Tout a commencé il y a 10 ans, lorsqu'Olivier m'a présenté Valérie. Elle avait 25 ans à l'époque. Elle était jolie, charismatique et semblait adorer mon fils. Je venais de perdre mon mari, Gérard, après 40 ans de mariage. Et Olivier était tout ce qui me restait. Au début, Valérie était charmante avec moi. Elle m'appelait « Maman Hélène » et m'apportait des fleurs quand elle venait nous rendre visite. Elle disait n'avoir jamais eu une figure maternelle aussi affectueuse. Je fondais devant ses attentions. Après des années à me sentir invisible, quelqu'un semblait enfin m'apprécier. Quand ils se sont mariés, 2 ans après leur rencontre, Valérie a insisté pour que la cérémonie soit simple et peu coûteuse. « Nous préférons dépenser l'argent pour notre lune de miel », m'a-t-elle expliqué. J'ai tout payé, comme toujours. La robe, les fleurs, le petit banquet. Je voulais que mon fils soit heureux. Les problèmes ont commencé subtilement. Valérie a commencé à faire des commentaires sur ma maison. « Elle est très grande pour une seule personne, maman Hélène. Tu ne te sens pas seule ici ?» Je vivais dans une maison à 2 étages que Gérard et moi avions achetée quand Olivier était petit. Elle avait 3 chambres, un joli jardin et se trouvait dans un bon quartier. Parfois, lui ai-je avoué un après-midi alors que nous prenions le thé. Mais cette maison est pleine de souvenirs. Les souvenirs n'ont pas besoin d'autant d'espace, m'a-t-elle répondu avec un sourire. Tu pourrais vendre cette maison et acheter quelque chose de plus petit, un bel appartement en centre-ville. Je ne voulais pas vendre ma maison, mais lorsqu'Olivier a perdu son travail 6 mois après le mariage, puis que Valérie a été licenciée de son poste au cabinet comptable pour des divergences d'opinion avec son patron, la situation a changé. Ils sont arrivés à ma porte un jeudi soir avec des valises
et des mines déconfites. « Ta, maman, on a perdu l'appartement », m'a dit Olivier en évitant mon regard. « On n'a pas pu payer le loyer ce mois-ci. C'est juste temporaire », a ajouté Valérie rapidement. « Juste le temps qu'on retrouve du travail. » Je les ai laissés s'installer dans la chambre d'amis. Le temporaire est devenu 1 mois, puis 3, puis 1 an. Chaque fois que je mentionnais qu'il était temps pour eux de chercher leur propre logement, une nouvelle excuse surgissait. Valérie était enceinte du premier bébé. Ensuite, il devait économiser pour le 2e enfant. Après, Olivier devait étudier pour obtenir une certification dans sa nouvelle carrière. Pendant ces premières années, je me sentais encore utile. Je cuisinais, je nettoyais, je m'occupais des enfants quand ils sont nés. Je me suis convaincue que j'aidais ma famille, que c'était mon devoir de grand-mère et de belle-mère. Mais peu à peu, les choses ont changé. Valérie a commencé à me traiter plus comme une employée de maison que comme la propriétaire des lieux. « Hélène, il n'y a plus de lait !» me criait-elle depuis sa chambre le matin. « Hélène, les enfants ont besoin de vêtements propres pour demain. Hélène, pourquoi n'y a-t-il rien de prêt à manger? Jamais un « s'il te plaît », jamais un « merci », seulement des ordres. Quand je protestais doucement, Valérie soupirait de façon dramatique. « Oh, maman Hélène, je pensais que tu aimais te sentir utile. Nous ne voulons pas que tu te sentes comme un fardeau. » Ce mot, fardeau, elle l'utilisait constamment, comme une épée suspendue au-dessus de ma tête. Elle me rappelait sans cesse que j'étais une vieille bonne à rien qui vivait de la charité de son fils. Olivier ne disait jamais rien. Quand j'essayais de lui parler du comportement de Valérie, il haussait les épaules. « Maman, elle est stressée avec les enfants. Laisse-lui du temps. » Mais le temps n'a rien amélioré. Il n'a fait qu'empirer les choses. Ma chambre a été déplacée dans le grenier quand Valérie a décidé qu'elle avait besoin d'un bureau à la maison. « Tu seras plus tranquille là-haut, maman Hélène. Tu auras plus de paix. » La paix signifiait être isolée du reste de la famille. Manger seule dans la cuisine après qu'ils aient fini. Regarder la télévision dans ma petite chambre, pendant qu'ils profitaient du salon que j'avais décoré avec tant d'amour. Les dimanches en famille sont devenus des réunions où je servais le repas, mais ne pouvais pas m'asseoir à la table principale. « Les adultes ont besoin de parler de choses importantes », disait Valérie. « Tu peux manger dans la cuisine ?» Mes petits-enfants, qui au début couraient vers moi en rentrant de l'école, ont progressivement commencé à m'ignorer. Valérie leur avait appris que mamie Hélène était la dame qui faisait la cuisine et le ménage, pas quelqu'un digne d'affection ou de respect. « Ne dérangez pas votre grand-mère », leur disait-elle quand ils voulaient jouer avec moi. « Elle est très occupée avec ses tâches. » Chaque jour, je me levais avant eux pour préparer le petit déjeuner, faire les sandwichs des enfants, m'assurer que la maison était parfaite. Je me couchais après tout le monde pour faire la vaisselle, nettoyer la cuisine, préparer tout pour le lendemain. 7 ans. 7 ans à vivre comme une domestique dans ma propre maison, à payer toutes les factures avec ma pension de professeur retraité et les économies que j'avais mises de côté avec Gérard. 7 ans à me convaincre que c'était normal, que c'était l'amour familial, jusqu'à l'arrivée du ticket de loto. Maintenant, assise dans cet appartement horrible, entourée des quelques affaires que Valérie n'avait pas détruites en les jetant par la fenêtre, je voyais enfin la situation avec clarté. Je n'avais pas été généreuse, j'avais été stupide. Je n'avais pas été une grand-mère aimante, j'avais été une victime. Et Valérie, ma chère belle-fille, qui m'appelait « Maman Hélène » quand elle avait besoin de quelque chose, avait enfin montré son vrai visage. Mais elle ignorait quelque chose d'important, quelque chose que j'avais découvert ce matin-là, avant de quitter la maison. Le ticket de loto qui l'excitait tant portait mon nom, écrit de ma propre main au dos, comme tous les billets que j'avais achetés ces 20 dernières années. Et même si Valérie avait célébré sa bonne fortune, elle découvrirait bientôt que la chance peut tourner très vite, surtout quand elle ne vous appartient pas vraiment. Une semaine après avoir été expulsée de ma propre maison, je fus réveillée par la sonnerie insistante du téléphone. Il était 7 heures du matin et personne n'avait mon nouveau numéro, à l'exception des services sociaux
où j'avais signalé mon changement d'adresse. « Madame Hélène Martin ?» La voix à l'autre bout du fil était professionnelle, aimable. « Oui, c'est moi. Ici Maître Garnier, du cabinet Garnier et associés. Nous représentons vos intérêts concernant la loterie nationale. » Mon cœur s'emballa. « Pardon ? Le billet gagnant, Madame Martin. Les 87 millions. Nous devons savoir si vous avez pris une décision sur la manière de procéder pour la réclamation. » Je restais silencieuse un instant, assimilant ces paroles. Bien sûr, le billet était à mon nom. J'avais écrit « Hélène Martin » au dos le jour où je l'avais acheté, comme je le faisais toujours avec tous mes billets. C'était une habitude que Gérard m'avait enseignée des années auparavant. « Mets toujours ton nom, Hélène. On ne sait jamais. »« Madame Martin, vous êtes là ? » ?»« Oui, je suis là. Excusez-moi, c'est beaucoup d'informations à digérer. » Bien sûr, je comprends que cela puisse être bouleversant. La Loterie nationale nous a contactés car le billet est enregistré à votre nom. Mais nous avons reçu quelques demandes de tiers, affirmant avoir des droits sur le gain. Nous devons clarifier la situation au plus vite. Des tiers. Valérie et Olivier. Quel genre de demande ? Demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Une femme nommée Valérie Martin et un homme nommé Olivier Martin ont appelé avec insistance, affirmant que le billet leur appartient. Mais légalement, le billet est à votre nom, madame. Vous seule pouvez le réclamer. Je souris pour la première fois depuis des jours. Je comprends. Combien de temps ai-je pour décider ? Le délai pour réclamer le gain est de 180 jours à compter de la date du tirage, mais je vous recommande de ne pas trop attendre. Ces cas peuvent se compliquer s'il y a des litiges familiaux. Je suis encore en pleine réflexion, dis-je. Il y eut une pause. Madame Martin, y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ? Une circonstance particulière qui pourrait affecter votre décision ? Disons que j'ai beaucoup appris sur ma famille ces derniers jours, répondis-je. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Bien sûr. Mais souvenez-vous que vous êtes la seule personne légalement autorisée à prendre cette décision. Personne d'autre ne peut réclamer cet argent en votre nom. Après avoir raccroché, je suis restée assise sur ma chaise en plastique, regardant par la fenêtre sale de mon petit appartement. En bas, la vie continuait normalement. Les gens allaient au travail, les enfants couraient mater vers l'école, le monde continuait de tourner comme si rien n'avait changé. Mais pour moi, tout avait changé. Pendant 7 ans, j'avais vécu en me sentant invisible, inutile, un fardeau pour ma propre famille. Maintenant, je découvrais que j'avais le pouvoir de tout changer. 87 millions d'euros. Assez d'argent pour vivre confortablement le reste de ma vie, pour voyager, pour faire les choses que j'avais toujours rêvé de faire avec Gérard, avant qu'il ne tombe malade. Mais j'avais aussi le pouvoir d'enseigner à Valérie une leçon sur ce que signifie vraiment la gratitude. Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, je reconnus immédiatement le numéro. C'était Valérie. « Hélène ?» Sa voix était tendue, faussement douce. « Maman Hélène, comment vas-tu ?»« Je vais bien, Valérie. Écoute, je sais que les choses ont été un peu tendues l'autre jour. Tu sais comment je suis quand je suis stressée. Mais je voulais te parler de quelque chose d'important. Je t'écoute. C'est à propos du billet de loto, celui que j'ai trouvé sur la table de la cuisine. Il y a eu une petite confusion avec la loterie. On dirait qu'il y a une erreur dans les papiers. » « Quel genre d'erreur ?» Valérie marqua une pause, et je pouvais l'entendre choisir soigneusement ses mots. « Eh bien, apparemment, quelqu'un a écrit ton nom sur le billet. C'est probablement une erreur, n'est-ce pas ? Je veux dire, tu n'achètes jamais de billets de loto. » Menteuse. Pendant des années, elle m'avait vue acheter mes billets chaque semaine, dans le même bureau de tabac, les mêmes numéros, toujours. « Ah !» répondis-je d'une voix neutre. Oui, ça doit être un malentendu. Peut-être que quelqu'un au bureau de tabac s'est trompé. Le fait est que nous avons besoin que tu viennes au bureau de la loterie avec nous pour clarifier tout ça. Tu as juste besoin de signer un papier disant que le billet n'est pas à toi. Le culot était impressionnant. Après m'avoir expulsée de ma maison, m'avoir humiliée devant les voisins, m'avoir traitée comme une moins que rien pendant des années, maintenant,
Elle m'appelait comme si de rien n'était, comme si nous pouvions régler ça avec une conversation amicale. « Je ne peux pas faire ça, Valérie. »« Comment ça, tu ne peux pas ?»« Hélène, sois raisonnable. C'est nous qui avons trouvé le billet. C'est nous qui avons vérifié les numéros. Le gain est à nous. Le billet est à mon nom, pour une raison. » Sa voix changea immédiatement. La fausse douceur disparut, remplacée par la froideur que je connaissais si bien. « Hélène, ne sois pas ridicule. Tu n'as aucun droit sur cet argent. Tu as vécu à nos crochets pendant 7 ans. Nous t'avons entretenu. Nous t'avons donné un toit, de la nourriture. C'est le moins que tu puisses faire pour nous rembourser. » L'ironie était si grande que j'ai failli rire. « Vous m'avez entretenu, Valérie? J'ai payé chaque facture de cette maison pendant 7 ans. La nourriture que vous mangiez, l'électricité que vous utilisiez, l'eau, le gaz, tout est sorti de ma pension. C'est différent. Tu as choisi de faire ça, comme tu as choisi de me mettre à la rue. » Silence, puis sa voix devint venimeuse. « Si tu ne coopères pas, Hélène, ça va très mal se passer. Nous avons des avocats. Nous pouvons prouver que le billet a été acheté avec l'argent de la maison, de l'argent qu'Olivier et moi avons aussi mis. » C'était incroyable. Même à ce moment, elle continuait de mentir. En 7 ans, ni Olivier ni Valérie n'avaient qu'à y contribuer d'un seul centime aux dépenses de la maison. « Fais ce que tu as à faire, Valérie. »« Hélène. » Sa voix se brisa un peu, comme si elle réalisait enfin que ça ne fonctionnait pas. « S'il te plaît, sois raisonnable. Nous sommes une famille. Famille. » Le mot sortit de ma bouche avec plus d'amertume que je ne l'aurais voulu. Les familles ne jettent pas leurs mères à la rue, comme des chiens. Les familles ne balancent pas les affaires d'une personne âgée par la fenêtre pour que les voisins les voient. Les familles ne traitent pas leurs proches comme des domestiques pendant des années. Nous étions stressés par l'argent, par les enfants. Pendant 7 ans, vous étiez stressés. Valérie, comme c'est pratique. Une autre longue pause. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle finalement. « De l'argent, des excuses, une part du gain ? Nous pouvons trouver un accord. »« As-tu lu le nom sur le billet, Valérie ?» lui demandai-je, répétant la même question que je lui avais posée une semaine plus tôt. « Qu'est-ce que ça a à voir ? Réponds-moi. » Un silence tendu s'installa entre nous. Finalement, Valérie parla d'une petite voix. « Oui, j'ai lu ton nom. »« Et quand l'as-tu lu ?» Une autre pause, plus longue cette fois. « Le jour où je l'ai trouvé. Et tu as quand même supposé qu'il était à toi. »« Je pensais... » balbutia Valérie. « Je pensais que peut-être tu l'avais acheté pour nous, comme un cadeau ou quelque chose comme ça. » Encore des mensonges. Mais au moins, maintenant, elle avait admis qu'elle savait que le billet portait mon nom depuis le début. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » lui dis-je finalement. « Du temps pour réfléchir à quoi, Hélène ? Cet argent peut changer nos vies. Les enfants pourraient aller dans les meilleures écoles. Olivier pourrait ouvrir sa propre entreprise. Nous pourrions acheter une grande maison où nous pourrions tous vivre confortablement. Y compris moi, je suppose. Eh bien, oui, bien sûr. Nous pourrions avoir une maison avec une suite séparée pour toi. Ta propre entrée, ta propre petite cuisine. Comme une niche de luxe dans le jardin. Quelle générosité. Je vais raccrocher maintenant, Valérie. Hélène, attends. Qu'est-ce que tu vas ? Vas-tu réclamer le gain ? Je souris, même si elle ne pouvait pas me voir. Comme je te l'ai dit, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Et j'ai raccroché. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi profondément. J'ai rêvé de Gérard, des projets que nous avions faits pour notre retraite avant que le cancer ne l'emporte. J'ai rêvé des voyages que nous n'avions jamais faits, de la maison au bord de la mer que nous avions toujours voulu acheter, des livres qu'il voulait écrire et que je voulais lire. À mon réveil, je savais exactement ce que j'allais faire. Il est temps que je vous avoue quelque chose que j'ai gardé pour moi tout ce temps, quelque chose qui change complètement cette histoire. Je savais, dès l'instant où j'ai entendu Valérie crier de joie ce matin-là, dès la seconde où je l'ai vue tenir mon ticket de loto entre ses mains, je savais exactement ce qui se passait, et j'ai décidé de ne rien dire. « Pourquoi ?
Parce qu'après 7 ans à être traitée comme une domestique dans ma propre maison, après 7 ans d'humiliation silencieuse et de mépris déguisé en affection familiale, je voulais voir jusqu'où ils étaient incapables d'aller. Je voulais voir si mon fils, l'enfant que j'avais élevé avec tant d'amour, aurait la décence de prendre ma défense quand sa femme déciderait de me mettre à la porte. Je voulais voir s'il restait un peu d'humanité chez ces gens qui se disaient ma famille. La réponse, comme vous le savez déjà, fut non. Mais laissez-moi vous raconter comment j'en suis vraiment arrivée à acheter ce billet, car il y a des détails que je ne vous ai pas donnés. Le lundi précédent, la veille de l'achat du billet gagnant, quelque chose s'était produit qui m'avait complètement brisé le cœur. C'était l'anniversaire de ma petite fille, Alice, l'aînée. Elle fêtait ses 10 ans. Depuis des semaines, j'économisais sur ma petite pension pour lui acheter un vélo rose que j'avais vu dans la vitrine d'un magasin. Un vélo magnifique qui coûtait 200 €, presque tout ce qu'il me restait, après avoir payé ma part des factures de la maison. Ce matin-là, je suis descendue tôt pour décorer la cuisine avec des ballons et lui préparer son petit déjeuner préféré. Des crêpes avec des fraises et de la chantilly. J'avais emballé le vélo dans du papier doré et l'avais caché dans le garage. Quand Alice est descendue pour le petit déjeuner, elle a couru vers moi, excitée. « Mamie Hélène, c'est mon anniversaire !»« Je sais, mon amour », lui ai-je dit en la serrant fort dans mes bras. « J'ai une surprise très spéciale pour toi. » Mais avant que je puisse en dire plus, Valérie est apparue dans la cuisine. « Alice, viens ici. Papa et moi devons te parler de ton anniversaire. » Ma petite fille a couru vers sa mère, et je suis restée à préparer les crêpes, écoutant la conversation. « Chérie, ton père et moi avons décidé qu'il est important que tu apprennes la responsabilité et la valeur de l'argent, » a dit Valérie, avec cette voix douce qu'elle utilisait quand elle voulait passer pour une mère sage. « Alors, cette année, au lieu de cadeaux coûteux, nous allons célébrer de manière plus modeste. » Mon cœur s'est serré. Je savais exactement où elle voulait en venir. « Mais maman, je n'aurai pas de cadeau ?»« Bien sûr que si, mon amour. Mamie Hélène t'a sûrement acheté quelque chose de gentil, n'est-ce pas, Hélène ?» Je me suis retournée vers elle, la spatule encore à la main. Valérie me regardait avec un sourire froid, un souriseau qui disait clairement « Ose me contredire. »« Oui, j'ai quelque chose pour Alice. Tu vois, ta grand-mère a toujours de gentilles attentions. Elle t'a probablement acheté un livre ou quelque chose d'éducatif. » Alice m'a regardée avec ses grands yeux pleins d'espoir. Depuis des semaines, elle me parlait du vélo, de comment toutes ses amies en avaient un et qu'elle était la seule à ne pas en avoir. Elle m'avait promis qu'elle en prendrait soin, qu'elle apprendrait à rouler sans les petits trous, qu'elle serait la fille la plus responsable du monde. En fait, dis-je, rassemblant mon courage, je lui ai acheté un vélo. Le sourire de Valérie s'est effacé instantanément. « Un vélo ?» Sa voix est devenue tranchante. « Hélène, nous en avons parlé. Alice n'est pas prête pour un vélo. »« Mais maman, j'ai toujours voulu un vélo. » Alice sautillait d'excitation. « Alice, va dans ta chambre. Les adultes doivent parler. » Quand ma petite fille est partie, Valérie s'est approchée de moi. Sa voix était un murmure venimeux. « Comment oses-tu ? C'est son anniversaire, Valérie. Je voulais juste la rendre heureuse. » La rendre heureuse ou nous faire passer, Olivier et moi, pour les mauvais parents parce que nous ne lui achetons pas de cadeaux chers? Ce n'était pas mon intention. C'est toujours ton intention, Hélène. Toujours à essayer d'être la grand-mère préférée, celle qui gâte, celle qui achète l'affection des enfants. Ces mots m'ont blessée plus que je ne l'aurais cru. Depuis des années, la seule chose qui m'avait permis de tenir dans cette maison était l'amour de mes petits-enfants. C'était la seule chose authentique qui restait. « Rapporte le vélo », m'a-t-elle ordonné. « Quoi ? » ?»« Rapporte le vélo au magasin. Alice ne l'aura pas. Mais je l'ai déjà acheté, il est déjà là. Ça m'est égal. Rapporte-le et ne t'avise plus jamais de lui acheter quelque chose comme ça sans me consulter d'abord. » Je suis restée là, plantée, sentant mon cœur se briser en 1000 morceaux. Pas pour l'argent perdu,
mais parce que j'ai réalisé que Valérie était prête à gâcher le bonheur de sa propre fille, juste pour me faire du mal. Et qu'est-ce que je dis à Alice? Dis-lui que tu as changé d'avis, que tu as décidé qu'il valait mieux lui donner une leçon sur le fait de ne pas s'attendre à des choses matérielles. Cet après-midi-là, j'ai dû dire à ma petite fille Atta qu'il n'y aurait pas de vélo. J'ai vu son petit visage se remplir de confusion et de déception. J'ai vu comment elle essayait de ne pas pleurer pour ne pas peiner sa grand-mère. « Ce n'est pas grave, mamie Hélène », m'a-t-elle dit d'une petite voix brisée. « Je comprends. » Mais je savais qu'elle ne comprenait pas. Comment une enfant de 10 ans pourrait-elle comprendre que sa mère avait utilisé son anniversaire comme un champ de bataille pour blesser sa grand-mère? Ce soir-là, après avoir retourné le vélo au magasin et récupéré mon argent, j'ai marché jusqu'au bureau de tabac du coin et j'ai acheté un ticket de loto. Pas parce que je croyais que j'allais gagner quelque chose. J'en avais acheté pendant des années et je n'avais jamais gagné plus de 5 ou 10 euros occasionnellement. Je l'ai acheté parce que j'étais fatiguée. Fatiguée d'être humiliée. Fatiguée que l'on piétine mon amour. Fatiguée de vivre comme une prisonnière dans ma propre maison. J'ai acheté ce billet comme une sorte de prière désespérée à l'univers. S'il vous plaît, donnez-moi un moyen de sortir de là. J'ai écrit mon nom au dos, comme toujours. Les mêmes numéros que je jouais depuis 20 ans. Les dates de naissance de Gérard, d'Olivier, de mes petits-enfants et la mienne. Des numéros qui représentaient toutes les personnes que j'avais aimées inconditionnellement. Je les laissés sur la table de la cuisine ce soir-là, avec le reçu d'achat, comme je le faisais toujours. C'était mon habitude. Gérard m'avait appris à être organisée avec ces choses. Garde toujours les reçus, Hélène, et mets toujours ton nom sur tes billets. Le lendemain matin, quand j'ai entendu les cris de Valérie, quand je l'ai vue supposer immédiatement que le billet gagnant était le sien, j'ai pris une décision. J'allais la laisser croire qu'elle avait gagné. J'allais voir ce qu'elle ferait avec cette supposée bonne fortune. J'allais découvrir quel genre de personnes ils étaient vraiment quand ils penseraient ne plus avoir besoin de faire semblant de m'aimer. Et pendant 1 semaine, je les ai observés. Je les ai écoutés faire des plans pour dépenser un argent qui n'était pas le leur. Je les ai vus célébrer une victoire qui avait été construite sur mon dos. Je les ai regardés décider que la personne qui avait payé pour leur nourriture, leur toit, leur confort pendant 7 ans ne méritait même plus une place à leur table. Mais ce qui m'a le plus blessée, c'est de voir Olivier, mon fils, le garçon que j'avais élevé pour être honnête, travailleur, compatissant. Je l'ai vu rester silencieux pendant que sa femme m'humiliait. Je l'ai vu acquiescer quand elle a dit qu'il était temps que je parte. Je l'ai vu ramasser mes affaires dans le jardin, sans dire un mot pour me défendre. À ce moment-là, assise dans le taxi, m'éloignant de la maison où j'avais élevé mon fils, où je m'étais occupée de mes petits-enfants, où j'avais investi 7 ans de ma vie à essayer de maintenir cette famille unie, j'ai su que mon expérience était terminée. J'avais découvert exactement qui étaient ces personnes. Et maintenant, il était temps qu'ils découvrent qui j'étais vraiment. Ce soir-là, dans mon horrible appartement, j'ai sorti le reçu d'achat du billet de loto. Il était froissé, mais encore lisible. La date, l'heure, le bureau de tabac, ma signature en bas de page, toute la preuve dont j'avais besoin pour démontrer que le billet était le mien. Mais je n'allais pas l'utiliser tout de suite. Je voulais d'abord voir jusqu'où ils étaient prêts à aller pour garder quelque chose qui ne leur appartenait pas. Je voulais voir s'il leur restait une once de conscience, un moment de doute où ils se diraient « Attends, peut-être que ce n'est pas bien ». Car s'il y avait bien une chose que Gérard m'avait toujours enseignée, c'était ceci. « Hélène, avant de prendre des décisions importantes, donne toujours aux gens une chance de faire ce qui est juste. Certains te surprendront. » Alors, j'ai attendu, j'ai observé, et je leur ai donné toutes les occasions du monde de prouver qu'ils méritèrent à mon pardon. Mais comme vous l'avez vu lors de l'appel avec Valérie, comme vous le verriez dans les jours qui ont suivi, ces gens n'avaient aucune intention de faire ce qui est juste. Ils avaient l'intention de prendre tout ce qu'ils pouvaient et de détruire quiconque se mettrait en travers de leur chemin.
Même si cette personne était la mère et la grand-mère qui avaient tout sacrifié pour eux. Il était temps qu'ils apprennent une leçon que j'aurais dû leur enseigner il y a bien longtemps. Les actions ont des conséquences, et certaines blessures ne peuvent être guéries par de belles paroles prononcées par opportunisme. Les jours suivants furent comme regarder un château de cartes s'effondrer au ralenti. Depuis mon petit appartement, j'observais tout se dérouler exactement comme je l'avais imaginé. Valérie et Olivier avaient commencé à dépenser l'argent avant même qu'il ne soit officiellement entre leurs mains. L'arrogance les avait complètement aveuglés. Le jeudi matin, 2 jours après ma conversation téléphonique avec Valérie, j'ai reçu un appel de ma voisine de toujours, Sylvie. « Hélène, il faut que tu vois ce qui se passe dans ton ancienne maison, » me dit-elle d'une voix excitée. « Il y a des camions de déménagement partout. » Je jetai un œil par ma fenêtre sale et pus voir au loin, en direction de mon ancien quartier, un embouteillage inhabituel. Sylvie avait raison. Des camions de meubles. Oui, ma chère. Et pas seulement ça. Hier, une BMW neuve est arrivée. Noire, brillante. Et ce matin, j'ai vu une Mercedes dans l'allée. Valérie se pavane dans le jardin comme si elle était la reine du quartier. Sylvie était mon amie depuis 15 ans. Elle avait vu comment on m'avait traitée dans ma propre maison, et bien qu'elle n'ait jamais rien dit directement, j'avais toujours senti sa désapprobation silencieuse face à la situation. Et comment vont Olivier et les enfants? Les enfants ont l'air perdus, honnêtement. Alice a demandé après toi hier quand je l'ai vue sortir de l'école. Je lui ai dit que tu allais bien. Mais elle avait l'air triste. Sylvie marqua une pause. Olivier a l'air, je ne sais pas comment le décrire, mal à l'aise. Comme s'il savait que quelque chose ne va pas, mais qu'il n'ose pas l'admettre. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Olivier avait toujours été faible lorsqu'il s'agissait d'affronter Valérie. Mais il n'était pas complètement stupide. Il devait y avoir une partie de lui qui savait que tout cela était mal. « Et Valérie ?» Sylvie laissa échapper un petit rire amer. « Cette femme se comporte comme si elle avait découvert l'Amérique. Hier, je l'ai vue au supermarché acheter du champagne cher et raconter à qui voulait l'entendre son incroyable coup de chance. Elle a dit qu'il pourrait enfin vivre comme il le méritait. Comme il le méritait. » Les mots me donnèrent morte la nausée. « Sylvie, pourrais-tu me rendre un service? » « Bien sûr, ma chérie. Tout ce que tu veux. Pourrais-tu me tenir au courant de ce qui se passe, juste pour quelques jours de plus? » Sylvie ne m'a pas demandé pourquoi. Elle connaissait ma famille, connaissait la situation. Elle savait que quelque chose d'important se tramait. « Bien sûr, Hélène. Je t'appelle si je vois quelque chose d'intéressant. » Cet après-midi-là, je reçus un autre appel. Cette fois, c'était Maître Garnier, l'avocat de la loterie. « Madame Martin, nous avons une situation un peu compliquée. » « Quel genre de situation? » « Eh bien, nous avons reçu de multiples appels des personnes que j'ai mentionnées précédemment. Madame Valérie Martin a appelé tous les jours et menace maintenant d'engager des poursuites judiciaires si nous ne débloquons pas le gain immédiatement. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. « Des poursuites judiciaires? » « Oui, elle dit avoir des preuves que le billet lui appartient légitimement. Elle mentionne également que vous êtes... Comment a-t-elle dit? Mentalement instable, en raison de votre âge avancé, et que vous n'êtes pas apte à prendre des décisions financières importantes. » L'audace de cette femme était sans limite. « Maître Garnier, est-ce que je vous semble mentalement instable? » Il rit doucement. « Non, madame, pas du tout. Mais je dois vous demander, y a-t-il une raison pour laquelle vous attendez pour réclamer le gain? Car légalement, c'est très clair. Le billet est à votre nom. Vous êtes la seule personne autorisée à le réclamer. Combien de temps peut s'écouler avant qu'ils ne puissent en faire quelque chose légalement? Honnêtement, ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont aucun droit légal sur cet argent. Mais ils peuvent faire beaucoup de bruit. Et s'ils continuent à harceler notre bureau, nous devrons impliquer la police. Donnez-moi 3 jours de plus, dis-je. Juste 3 jours, et ensuite, je prendrai ma décision finale. Comme vous voudrez, Madame Martin. Mais je vous conseille de ne pas attendre beaucoup plus longtemps. Ce soir-là, Sylvie m'a rappelé. « Hélène,
Il faut que tu entendes ça. Je suis allée à la pharmacie cet après-midi et j'ai rencontré Linda. Tu te souviens d'elle? La dame qui habite 2 maisons plus bas que ton ancienne maison. Oui, je m'en souviens. Eh bien, elle m'a raconté qu'hier soir, elle a entendu une dispute terrible venant de chez toi. Olivier et Valérie se criaient dessus à propos d'argent, de papier et de la loterie. Mon cœur s'accéléra. Quoi d'autre? Linda dit qu'Olivier avait l'air désespéré. Il criait quelque chose comme « Ce n'est pas bien » et « Nous devons appeler maman ». Mais Valérie lui hurlait dessus en retour, lui disant de ne pas être faible, que l'argent était à eux de droit. De droit. Comme si 7 ans d'abus et d'exploitation leur donnaient ça le droit de voler mon billet de loto. Et comment ça s'est terminé? Linda dit que Valérie a crié quelque chose à Olivier sur le fait de ne pas tout gâcher pour sa famille. Et après, tout est devenu silencieux. Le vendredi matin, le téléphone sonna à 6h30. C'était Olivier. « Maman !» Sa voix était brisée, désespérée. « Il faut qu'on parle. »« Bonjour, Olivier. »« Maman, s'il te plaît, il y a un problème avec le billet de loto. Le bureau dit que... Il dit qu'il est à ton nom. Et maman, c'est toi qui as acheté le billet? Enfin, après 2 semaines, mon fils me posait enfin la bonne question. Oui, Olivier, j'ai acheté le billet. Silence. Un silence long et lourd. Pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi ne m'as-tu rien demandé? Plus de silence. Maman, c'est une catastrophe. On a déjà dépensé de l'argent. On a acheté des choses. Valérie a acheté une nouvelle voiture. On a acheté des meubles. On a dit aux enfants qu'on allait déménager dans une plus grande maison et l'argent n'est pas sur notre compte. La loterie dit que seul toi peux le réclamer. Parce que seul moi peux le réclamer, Olivier. C'est mon billet. Mais maman, on pensait... Valérie a dit... Quoi? Qu'est-ce que Valérie a dit exactement? Une autre pause. Je pouvais entendre mon fils se débattre avec ses pensées, essayant de trouver un moyen de justifier l'injustifiable. Elle a dit que tu avais acheté le billet pour nous, comme un cadeau ou quelque chose comme ça. Olivier, en 7 ans de vie dans cette maison, quand est-ce que je vous ai fait un cadeau de 200 €? Encore moins de 87 millions. Il n'avait pas de réponse à ça. Maman, s'il te plaît, on a des ennuis. On doit de l'argent pour les choses qu'on a achetées. Si on ne réclame pas le gain bientôt, si je ne réclame pas le gain bientôt, le corrigeai-je. C'est mon gain, Olivier. Mais on est une famille, dit-il d'une petite voix. Ah oui? Où était cette famille quand vous m'avez mise à la porte de ma maison? Où était-elle quand Valérie a jeté mes affaires par la fenêtre pour que les voisins les voient? Maman, on était excités. C'était une erreur. Ce n'était pas une erreur, Olivier. C'était une décision très consciente et très cruelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça? Pour la première fois dans la conversation, je sentis quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Peut-être, juste peut-être, mon fils comprenait-il enfin l'ampleur de ce qu'ils avaient pas fait. « Olivier, sais-tu combien d'argent j'ai payé dans cette maison pendant les 7 ans où vous y avez vécu? » Pas exactement. J'ai calculé hier soir. Entre la nourriture, les charges, les réparations et toutes les dépenses pour les enfants, j'ai payé environ 120 000 € de ma pension et de mes économies. Silence. 120 000 € de la part d'une femme qui était censée vivre de leur charité. « Maman, et pendant tout ce temps, est-ce que je vous ai déjà demandé de l'argent? Est-ce que je vous ai déjà fait sentir comme un fardeau? Est-ce que je vous ai déjà traité comme vous m'avez traité? »« Non, » murmura-t-il. « Exactement. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? » C'était la question que j'attendais, la question qui déterminerait s'il restait un espoir pour notre relation. Olivier, je veux que tu réfléchisses très attentivement à ta réponse à cette question. Penses-tu que je mérite des excuses? La pause fut si longue que j'ai cru qu'il avait raccroché. Oui, dit-il finalement. Oui, maman, tu mérites des excuses. Tu mérites beaucoup d'excuses. Et penses-tu que Valérie me doit des excuses? Une autre longue pause. Oui. Et penses-tu que la façon dont vous m'avez traité était mal?
Oui, maman. C'était très mal. Je sentis quelque chose se détendre dans ma poitrine. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Olivier, je vais réclamer mon gain. C'est mon argent. Et je vais en faire ce qui me semblera le mieux. Je comprends. Mais avant de prendre une quelconque décision à votre sujet, au sujet de cette famille, j'ai besoin que toi et Valérie veniez ici, dans mon appartement. Je veux que vous voyiez comment je vis, grâce aux décisions que vous avez prises. Maman, bien sûr. Quand? Demain, à 14 heures. On sera là. Et Olivier? Oui? Vous avez intérêt à venir prêt à dire la vérité. Toute la vérité. Parce qu'après-demain, il n'y aura plus d'autre chance. Quand j'ai raccroché, je suis restée assise sur ma chaise en plastique, regardant par la fenêtre sale de mon misérable appartement. Demain serait le moment de vérité. Demain, je découvrirais s'il y avait quelque chose de sauvable dans la relation avec mon fils. Mais pour Valérie, je n'avais plus aucun espoir. Le château de cartes s'effondrait, exactement comme je l'avais prévu. Le samedi, à 14 heures précises, j'ai entendu des pas dans l'escalier menant à mon appartement. Des pas lents, lourds, comme ceux de gens se rendant à leur propre exécution. Olivier est arrivé le premier. Il avait l'air hagard, avec des cernes profonds et des vêtements froissés. Quand il est entré dans l'appartement et a vu les conditions dans lesquelles je vivais, son visage s'est complètement décomposé. « Mon Dieu, maman !» murmura-t-il en regardant autour de la petite pièce. La chaise en plastique, le lit simple contre le mur, la tache d'humidité au plafond. « Tu vis ici depuis 2 semaines ?» J'ai répondu calmement. Valérie est arrivée 5 minutes plus tard. Elle est entrée dans l'appartement avec cette expression de supériorité que je connaissais si bien, mais je pouvais voir ses yeux bouger rapidement, évaluant, calculant. Elle aussi avait remarqué les conditions déplorables du lieu. « Eh bien, » dit-elle finalement d'une voix faussement joyeuse, « c'est cosy. » Elle s'assit sur le bord de mon lit, la seule surface disponible à part ma chaise. Olivier était resté debout près de la porte, comme s'il était prêt à s'échapper à tout moment. « Je veux que vous sachiez, » commençai-je, « que je suis allée au bureau de la loterie hier après-midi et que j'ai réclamé mon gain. » Le visage de Valérie s'illumina immédiatement. « Parfait! Quand est-ce qu'on peut aller à la banque pour… »« L'argent est sur mon compte, » l'interrompis-je. « Uniquement sur mon compte. » Son sourire s'effaça. « Bien sûr, » dit Olivier rapidement. « C'est ton argent, maman. Mais on pensait que peut-être on pourrait trouver un arrangement familial. » « Un arrangement familial ?» Je me suis levée de ma chaise, sentant un calme étrange mais puissant. « Olivier, pendant 7 ans, j'ai été la seule à faire des arrangements familiaux. J'ai accepté de payer les factures quand vous n'aviez pas de travail. J'ai accepté de m'occuper de vos enfants quand vous aviez besoin de temps libre. J'ai accepté de cuisiner, de nettoyer et d'entretenir la maison pendant que vous cherchiez votre voie dans la vie. Maman, nous te remercions pour tout ce que… Non, ma voix est sortie plus forte que prévu. Ne me sortez pas vos remerciements maintenant. Ces mots ne signifient rien après ce que vous avez fait. Valérie s'agita sur le lit. Hélène, je sais que les choses ont été tendues, mais maintenant nous pouvons repartir à zéro. Avec l'argent du gain, nous pouvons acheter une immense maison où nous vivrons tous confortablement. Valérie, est-ce que tu m'as entendu quand tu as jeté mes affaires par la fenêtre? Non, mais… M'as-tu entendu crier aux voisins que j'allais mourir dans une maison de retraite? J'étais en colère, Hélène. Les gens disent des choses quand ils sont en colère. M'as-tu entendu t'appeler un fardeau pendant 7 ans? C'est différent. Non, dis-je fermement. Ce n'est pas différent. C'est exactement la même chose, sauf que je ne vous ai jamais fait ce que vous m'avez fait. Olivier s'approcha de moi. Maman, nous sommes ici parce que nous voulons arranger les choses. Dis-nous ce que tu as besoin que nous fassions. Ce dont j'ai besoin? Je me suis rassise en les regardant tous les deux. Olivier, j'ai besoin que tu me dises pourquoi tu es resté silencieux quand ta femme m'a humilié. Mon fils baissa la tête. Pourquoi? Parce que je suis un lâche. Et
Et parce que je m'étais habituée à ce que tu résolves tous nos problèmes. Je m'étais habituée à dépendre de toi pour tout. Olivier me regarda avec des yeux larmoyants. Et parce que j'ai laissé Valérie me convaincre que tu étais un fardeau, au lieu de voir que nous étions un fardeau pour toi. C'était plus d'honnêteté que je n'en avais entendu de mon fils depuis des années. Et toi, Valérie, qu'as-tu à dire ? Valérie se redressa. Et, un instant, j'ai cru qu'elle allait enfin être honnête. Mais alors, elle a parlé. Hélène, je sais que je peux parfois être intense, mais tout ce que j'ai fait, c'était pour le bien de ma famille. Je voulais qu'Olivier soit indépendant, qu'il ne dépende pas de sa mère pour tout. Des mensonges jusqu'au bout, rien que des mensonges. Valérie, dis-je d'une voix lasse, pendant 7 ans, tu as dépendu de moi pour tout. J'ai payé ta nourriture, ton toit, tes factures d'électricité, tes factures d'eau. Je me suis occupée de tes enfants pendant que tu dormais jusqu'à midi. J'ai nettoyé ton désordre, lavé tes vêtements, préparé tes repas. C'était ton choix. Assez ! Cria soudainement Olivier. Valérie, ça suffit. Sa femme se tourna vers lui, surprise. Maman a raison, continua Olivier. Nous avons vécu sur son dos pendant des années. Ce n'étaient pas des faveurs occasionnelles ou une aide temporaire. Elle nous a entretenus complètement. Olivier, ne sois pas ridicule. Tu as acheté une nouvelle voiture avec de l'argent qui n'était pas à nous, lui cria-t-il. Tu as acheté des meubles, tu as fait des réservations pour des vacances. Et quand la loterie nous a dit que le billet n'était pas à nous, ta première réaction a été de crier que maman était folle. Valérie se leva brusquement. Je ne vais pas rester ici à écouter ça. Hélène, si tu ne veux pas être raisonnable, assieds-toi, lui ordonnai-je. Quelque chose dans mon ton a dû la surprendre, car elle se rassit immédiatement. Ah, je vais vous dire exactement ce qui va se passer, continuai-je. Je vais déménager de cet endroit horrible. Je vais acheter une jolie maison dans un endroit calme, loin d'ici. Je vis les yeux de Valérie s'illuminer à nouveau. Elle pensait encore que j'allais les inviter. Olivier, dis-je en me tournant vers mon fils, si tu veux avoir une quelconque relation avec moi à l'avenir, tu vas devoir la mériter. Pas avec des mots, mais avec des actes, pendant des années. Je ferai tout ce qu'il faudra, maman. En commençant par ça, je vais te donner de l'argent pour payer les dettes que vous avez accumulées avec vos achats stupides. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je ne veux pas que mes petits-enfants souffrent des décisions de leurs parents. Olivier se mit à pleurer. « Merci, maman. Merci. Mais, continuai-je, cet argent vient avec des conditions. Numéro 1, toi et Valérie, vous allez divorcer. » Le silence qui suivit fut assourdissant. « Quoi ?» Valérie se leva à nouveau. « Tu as bien entendu. Olivier, si tu veux mon soutien, si tu veux avoir une chance de reconstruire notre relation, tu vas divorcer de cette femme. »« Hélène, tu ne peux pas. »« Si, je peux, » l'interrompis-je. « C'est mon argent, et ce sont mes conditions. »« Maman, » dit Olivier d'une voix tremblante, « c'est ma femme, la mère de mes enfants. Et moi, que suis-je, Olivier ?» Mon fils resta silencieux. Pendant 10 ans, Valérie m'a traité comme une moins que rien. Elle m'a humiliée, m'a utilisée, m'a manipulée. Et tu l'as laissé faire tout ça. Si vous restez mariés, cela signifie que tu choisis d'être avec quelqu'un qui maltraite ta mère. Mais les enfants ? Les enfants iront mieux sans une mère qui les élève à ne pas respecter leur grand-mère. Tu peux être un bon père seul, Olivier. Mais tu ne peux pas être un bon fils tant que tu seras marié avec elle. Valérie était furieuse. C'est du chantage affectif. Tu ne peux pas détruire un mariage juste parce que tu as de l'argent. Je ne détruis rien, Valérie. Vous avez détruit votre mariage le jour où vous avez décidé de me mettre à la porte de ma maison. Vous avez détruit cette famille le jour où vous avez choisi la cupidité plutôt que l'amour. Olivier, Valérie se tourna vers son mari. Dis quelque chose. Tu ne peux pas la laisser faire ça. Olivier nous regarda toutes les deux, et pour la première fois depuis des années, je vis l'homme que j'avais élevé. Je vis de la force dans ses yeux,
de la détermination. « Valérie, dit-il lentement, maman a raison. »« Quoi ? Tu as été cruelle avec elle pendant des années. Je l'ai permis parce que c'était plus facile que de t'affronter. Mais c'était mal. Olivier, je veux le divorce, Valérie. » Ma belle-fille nous regarda tous les deux comme si nous étions des étrangers. Comme si elle ne pouvait pas comprendre comment elle avait perdu le contrôle de la situation. « Ça ne va pas se terminer ici, » dit-elle finalement. « Je vais me battre pour la garde. Je vais me battre pour la moitié de tout ce que nous avons. Bats-toi autant que tu veux, » répondis-je calmement. « Mais fais-le sans mon argent. » Valérie sortit de l'appartement en claquant la porte. Olivier et moi sommes restés en silence pendant plusieurs minutes. « Tu vas vraiment m'aider, maman ?» demanda-t-il finalement. « Je vais t'aider à être l'homme que j'ai élevé. Je vais t'aider à être un bon père pour tes enfants. Mais je ne permettrai plus jamais que quelqu'un me traite comme vous m'avez traité. » 6 mois plus tard, j'étais assise sur la terrasse de ma nouvelle maison. Une maison petite, mais magnifique, près de la côte, regardant le coucher du soleil. Olivier venait me rendre visite toutes les 2 semaines, avec les enfants. Il avait obtenu la garde après que Valérie ait tenté sans succès de prouver que j'avais influencé illégalement les décisions de son mari. Ma relation avec Olivier n'était plus la même qu'avant. Elle ne le serait probablement plus jamais. Mais elle était honnête maintenant. Elle était réelle. Alice, ma petite fille, avait enfin son vélo. Un magnifique vélo bleu qu'elle avait choisi elle-même, quand je l'avais emmenée faire du shopping pour son 11e anniversaire. « Mamie Hélène » m'avait-elle dit en me serrant dans ses bras. « Pourquoi maman ne vit plus avec nous ?»« Parce que parfois, les adultes prennent des décisions qui blessent les gens qu'ils aiment, » lui avais-je expliqué. « Et quand ça arrive, ils doivent vivre avec les conséquences. Tu nous pardonnes, à papa et à moi ? À toi. Il n'y a rien à pardonner, mon amour. Et ton papa ? On y travaille. » Ce soir-là, alors que je me préparais à dormir dans ma propre maison, dans mon propre lit, dans le silence paisible de ma nouvelle vie, j'ai pensé à Gérard. Mon mari m'avait toujours dit que j'étais trop généreuse, trop prompte à me sacrifier pour les autres. « Un jour, Hélène, » m'avait-il dit peu avant de mourir, « tu vas devoir apprendre à te faire passer en premier. » Il m'avait fallu 62 ans pour apprendre cette leçon, mais je l'avais enfin apprise. Et pour la première fois depuis des décennies, j'étais en paix.